let me just introduce myself. Is it working? Yeah. My name is Cveto Stantic. I'm member of European Economic and Social Committee and representing Slovenian employers here. So I'm member of Group 1, Employers Group. Okay, as I said, that's the last panel discussion of today's conference, covering, I would say, let's say, the fourth pillar of today's program. So we've heard about unfair practices and toxic products and how to get rid of toxic products from the market. We've heard a lot about detection of problems and detection at an early stage. Then we were discussing and listening about indicators which should help us to detect the indebtedness problem. And now we should deal with some solutions. Now, of course, like with any disease, the best cure is prevention of the disease. And I think that same goes for over-indebtedness problem of a household. But unfortunately, although we have some preventive measures, although we were listening about indicators, about better education, awareness of the problem and so on, despite all that, the worst things sometimes happens. So we still have people in high debts. We still have to tackle this over that problem. And we should discuss now when this happens and when the prevention did not work or whatever, so what would be the best measures, what would be the best tools, what would be the best solutions. So this panel is supposed to be solution oriented. Now, we have quite a lot of traditional tools which we use, and they all belong to so-called a punishment model. And just let me name some of them. We heard about them today. High default fees, then a killing extra charges, killing interest rates, or the creditor blocks your account, and so on and so on. So very, very strict and very, very punishment measures. But are these measures, are these tools, the so-called traditional tools, also the enough effective, are the best, are the most appropriate? Or we can think, let's say, out of the box, what I expect from this panel, some out of the box thinking. So I have in mind the box of classical and traditional tools. So out of this box, we should think and see if we have any alternative solutions. I know that there are some practices in some countries and member states which are encouraging, and we'll discuss about that. Before I pass the floor to our guests, let me just tell the case in my little country, Slovenia, with only 2 million inhabitants, about efficiency of these traditional tools. I'll just give you an example. In last year, in my country, there were 1,500 people who are entitled for the state aid, social aid. They are entitled to get that, but the state cannot give them the aid because their accounts are blocked. So sometimes the tools, the measures actually don't solve the problem, but they aggravate the problem. They make it more difficult. They make it unbearable. Now, we have three great panelists here, and we will be able to highlight the solution problem, or the search for solutions from 3 points of view, or 3 angles. First one will be an academic or research point of view or research angle. The second one from a more practical banker's point of view. And the third one from judiciary or public point of view. So without further ado, I would like to
give the floor to Professor Richard Ahlstrom. He already spoke earlier, but this time he will speak on a bit different subject. He's head of department of Malmö University, Sweden, and he's head of department of Health and Welfare Studies in the university. Professor, you have the floor. Thank you very much. I would just like to start to say that I'm replacing Professor Ian Ramsey from Kent University, who was originally appointed for this specific presentation. Anyway, what I will start up, let's say warm up, to go backwards in history, to try to find the early traces of the two models of dealing with over-indebtedness when you think about the debtor, namely the punishment model, the punitive, or the forgivefulness method. So I will start back 3,500 years ago, and I have in Mesopotamia. For those of you who are interested in the history of ideas and legal practices, I strongly recommend a quite new book by David Graeber, who is a lecturer and professor of anthropology at London University. It's a great account about the concept of debt, how it has originated over the centuries or millenniums. Well, we go backwards rather. First of all, we have to find out what the word comes from, and debt comes from the Latin word debitum, and over the translation from the French debt. We have found some evidence early enough to say that debt existed already 1600 before Christ, namely in terms of some clay tablets where in cuneiform language you can see how a deal that has to do with the production of harvesting has been set up as a treaty or deal. But we don't have much of evidence in the Western world from dealing with debt. The Roman law and the earliest surviving kind of the Roman law, the so-called 12 tables, and we talk about 450 years before Christ. Here we can see a clear statement of the punishment model. It's actually so that someone is owing money to something and is unable to repay. We have a court order that gives the creditor the right to arrest the debtor. After 60 days in custody, as I've written down here, the case is returned to court. And if it's not then paid, the debtor can be sold abroad. I've always been wondering, why abroad? As a slave or just killed on the spot. Rough measures. The Roman quite soon realized that there has been an improvement of this. Too many people risk slavery or just being killed. So one developed this concept of pacta sunt servanda that many of you are familiar with. One aspect of pacta sunt servanda, it means that treaties should be kept, and there should be a promise that focus on solving the treaty. And in one aspect of this is that the stronger party, very often the creditor has an obligation to sort out problems for the weaker part, the debtor. And this is something that in many legislations all over the world has been a vital practice. So the treaty concerned around the Pacta Sunt Servanda, the treaty takes on a higher level of, let's say, moral obligation than just between the two parties, the debtor and the creditor. So it gives its own life this way. And that also makes the situation for the debtor far better. Middle Ages, and this is really fascinating for those who have not came across this kind of knowledge before, that according to the Catholic Church, very nicely described by the French historian Jacques Le Goff, that taking interest on loans, that's a manifestation of greed, usury, and laziness. And that is then something that has to do with the 7 deadly sins. And if you look at this example, if a moneylender, a banker,
before his own ultimate death did not refund all the interest he had charged his debtors, he could not expect to be buried in a consecrated ground. Interesting, as many of us already know, is that Islam still condemns lending with interest even today. So here we see a radical shift in the Middle Ages in the terms of seeing the debtor and the creditor. Nordic countries has adopted a non-Catholic way of seeing things by having a quite harsh treatment of people who run into debts, by asking who ask for forgiveness about debts. Usually people, according to legislation in Nordic countries, has to make themselves worthy of getting debt relief, whereas other countries has a more forgiving attitude. The new situation in present life with a large number of people over-indebted, I have here calculated that the number of over-indebted people in the European Union is at least 20 million people. Family members uncounted. This means that the growth of the problem of over-indebtedness is now at such a big scale, so it can't be neglected. It's a huge impact on concepts like democracy and the civic state. We have examples, let's say, from Spain, when in terms of evictions, for example, that the Guardia Civil is no longer serving in eviction procedures. And we could see this as emerging signs that the situation with debts is no longer something that it's manageable. It has to be taken on a far more serious and important level. We can clearly see also that the difference is that many of you already know that the United States has the approach of Fresh Start. That was actually an addition to the independent declarance and the Constitution of American law already in the 1700s. Most European countries have not adopted this regimen that find an easy and fast solution for debt problems. I will not use the word easy. For anyone who gets trapped with debt problems, it's a very, very difficult situation that it provokes lots of stress. And I have been citing here Dieter Korczak, who is here today, that we talk about exclusion as punishment, and he talks about several different ways that this punishment can be in effect. For example, price exclusion. Poor pay more. A famous economist from the United States, David Kaplowitz, mounted that saying. Price exclusion, in other words. We have also condition exclusion, where the conditions attached to the financial products make them inappropriate to the need of people with debts. Many products of the finance sector is not available for people in debts. Self-exclusion, where people withdraw from social and financial life because of fear, shame, disappointment, or resignation. And also, finally, social exclusions, where people are excluded from social life by creditors' sanctions. I think it's very important to keep these things in mind when we talk about the whole scope of over-indebtedness, that it has to do also with the psychology and the feelings of people who are inside it. It can never be just a matter of legislation in technical terms. We talk about suffering. Thank you. Thank you, Professor. The next speaker will be Mr. Philip Acedo, and he's coming from Direction of Institutional Relations, BNP Paribas.
from France. Mr. Acedo has quite a lot of practical experience. He also was a director of Client Relations Center, I think, before that, so quite a lot of experience dealing with the problem and people who are having the problem. Mr. Acedo, you have the floor. Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour... on m'entend bien. Merci pour cette invitation et merci pour me permettre en tout cas d'intervenir dans cet atelier, car je comprends bien le titre provocateur, volontairement provocateur, de cet atelier, mais je vais tenter de vous convaincre en tout cas que dans le modèle français, c'est un peu simple de parler en tout cas d'un modèle punitif vers un modèle d'orientation. Je remonterai un peu moins dans le temps que mon prédécesseur, mais c'est vrai que nous avons construit notre métier chez BNP Paribas Personal Finance avec une logique très simple et un objectif qui est un principe que nous rappelons à l'ensemble de nos collaborateurs, qui consiste à faciliter l'accès au crédit du plus grand nombre, tout en prévenant les excès, et bien sûr en étant très attaché à la lutte contre le surendettement, qui est l'aspect négatif, en tout cas, de l'activité que nous développons. Alors je vais tenter de vous expliquer tout ça à travers justement un projet que nous avons donc déployé depuis 2010 sur nos entités donc en France et qui vient rappeler justement l'engagement responsable et utile au-delà de la réglementation qui intervient. Ce matin, j'ai entendu dire qu'il fallait beaucoup légiférer et beaucoup de réglementation. Voilà en tout cas un dispositif qui peut aujourd'hui et qui s'est déployé sans réglementation et sans la pression de la nécessité de légiférer. Alors pourquoi, c'est moi qui... Voilà, pourquoi CTLM et BNP Paribas Personal Finance et sa marque ont développé ce dispositif que nous appelons donc client en difficulté. D'abord, pour une raison simple, en France, comme vous le savez, nous avons depuis presque 25 ans des lois pour prévenir, mais plutôt traiter le surendettement. Et depuis cette date, nous avons cherché à élaborer des scores, des sélections des clients à l'octroi, en essayant de prévenir en tout cas toute situation de surendettement. Nous étions à l'octroi, c'était pas simple. Nous avons élaboré des outils très performants, mais c'est vrai que c'est une photographie un peu figée de ces situations. Et finalement, depuis 1990, nous n'avons jamais réussi à endiguer le phénomène du surendettement, malgré, je le répète, des outils d'octroi et d'analyse très performants. Ensuite, ça a été rappelé ce matin par plusieurs intervenants, on observe depuis quelques années un impact très fort de la crise. Et c'est vrai que nous avons des clients qui ont des dépenses imprévues, souvent urgentes. Ça peut par exemple être des réparations de voitures, ça peut être des frais d'obsèques, ça peut être aussi malheureusement des frais de santé. Et ces événements qui arrivent de manière subite, comme ça, vont déséquilibrer le budget de nos clients et bien sûr parfois amener à des situations de surendettement. On a depuis une vingtaine d'années mis en place des dispositifs de traitement des difficultés, mais lorsque nous avions constaté un impayé, donc au moment du premier impayé, avec une volonté d'agir vite, en relation directe avec nos clients, pour être en mesure là de qualifier ce premier impayé. S'agissait-il d'un impayé structurel? À ce moment-là, il fallait certainement prévoir un accompagnement, ou d'un impayé conjoncturel, et là peut-être un ajustement, un acte de gestion plus ponctuel. Ces mesures sont apparues efficaces, mais bien rapidement insuffisantes, puisqu'on traitait en tout cas la relation client au niveau de l'impayé, et c'était parfois trop tard. Donc l'idée nous est venue de réfléchir sur une anticipation du traitement de ces difficultés. Enfin, nous avons également un dialogue permanent avec des associations, avec des organismes qui accompagnent, qui luttent contre le surendettement en France. Et régulièrement, ils nous alertaient sur les lacunes d'une politique de prévention du surendettement en France, et aussi les difficultés que représente aujourd'hui l'accompagnement social pour différentes raisons en France. Donc, fort de ces constats, nous avons décidé
de mettre en place un dispositif très en amont, donc lorsqu'il n'y a aucun impayé encore constaté, d'identification et d'accompagnement, un dispositif à la fois relationnel et opérationnel pour traiter rapidement les premières difficultés qui se présentent donc dans le remboursement de ces dossiers. Je vais vous le décrire en 3 points assez rapidement. Nous avons 3 grandes phases dans ce dispositif. Une première phase qui est une phase d'identification. Là, il s'agit de repérer des clients en difficulté et ensuite de pouvoir qualifier très rapidement les principaux motifs de ces difficultés et de mettre ces clients, j'allais dire, dans une phase de protection où nous arrêtons la sollicitation commerciale et nous mettons en place un dispositif de communication adapté à leur situation. Je vous en rappellerai quelques éléments plus tard. Ensuite, la deuxième phase importante, c'est le diagnostic. Ces clients sont identifiés à l'aide d'un score. Il faut donc s'assurer et valider qu'il y a bien des difficultés présentes et qualifier ces difficultés. Donc, nous orientons ces clients vers des conseillers clientèle qui sont donc rassemblés dans une équipe spécialisée pour accueillir ces clients à distance. La plupart de ces entretiens sont menés par téléphone ou par mail. Et lors de ces entretiens, nous pratiquons un diagnostic complet de la situation du client. Ces diagnostics servent souvent déjà à faire prendre conscience à ces clients qu'ils ont des difficultés et qu'ils ont un risque d'impayé qui n'existe pas au moment où nous les avons en contact, mais qu'ils risquent d'avoir un impayé dans les 3 à 6 mois à venir. Donc bien souvent, il faut aussi convaincre le client qu'il a ces difficultés et qu'il faut donc trouver des solutions adaptées. Le troisième élément, ce sont donc les solutions, qui peuvent être des solutions de court terme ou de long terme, qui peuvent être des solutions, des actes de gestion ou des actes de réaménagement, qui sont également efficaces quand elles prévoient ensuite un accompagnement de long terme, l'idée d'intervenir durablement pour rééquilibrer le budget de ses clients. Nous nous appuyons également sur un partenaire qui donc est intervenu ce matin, l'association Crésus, qui nous aide également dans l'accompagnement auprès de ses clients. Nous allons sur des accompagnements qui vont durer jusqu'à 24 mois après la décision de réaménagement ou d'ajustement du budget. Alors, les spécificités de ce dispositif, assez rapidement, vous l'avez compris, c'est un dispositif qui a un intérêt parce qu'il est très en amont des difficultés et du constat d'impayé, et nous avons donc une action préventive. Donc, la cible de ce dispositif, ce sont l'ensemble des clients CTLM qui ont un risque de 2 impayés et plus dans les 3 à 6 mois à venir. Donc tout ça est une probabilité d'impayés que nous avons donc travaillé en observant pendant 6 mois plus d'1 million de clients dans leur comportement, à la fois dans la façon dont ils utilisaient certains des produits, mais aussi dans la manière dont nous étions en communication avec eux lorsque par exemple des difficultés pouvaient se présenter. Donc avec cette observation, nous avons construit un algorithme, une sorte d'indicateur informatique qui nous permet donc de scorer ces clients en difficulté. Cet algorithme qui a donc été testé pendant 2 ans en laboratoire avant d'être déployé au sens large, a été lui aussi construit sur des variables, donc 8 variables, et nous avons donc choisi à chaque fois des variables les plus discriminantes. Pour vous donner quelques exemples, les variables qui sont suivies vont concerner par exemple l'habitat, vont concerner également le taux d'utilisation et la façon d'utiliser certains produits, par exemple le crédit renouvelable. Quand on observe un client qui utilise à plus de 90% son crédit renouvelable, ça devient une variable, une alerte dans le suivi que nous avons de ce client. Nous regardons également le nombre de crédits actifs dans ces variables et puis les reports qui nous sont demandés. Nous avons des clients qui viennent vers nous spontanément pour nous demander des reports d'échéance parce qu'ils ont une difficulté ponctuelle qui se présente. Quand nous avons un client qui nous a demandé plus de 2 reports dans les derniers mois, pour nous c'est une alerte également. Et puis nous regardons également les incidents qui ont pu avoir lieu entre 12 et 36 mois, puisque je vous le rappelle, ces clients sont à jour, n'ont pas d'impayés, mais nous allons quand même regarder l'historique de remboursement et les chroniques de remboursement de ces clients. Donc voilà quelques éléments des variables qui nous ont permis de bâtir ce score et qui nous permettent également tous les mois de regarder l'ensemble du portefeuille client et ensuite donc de filtrer ce portefeuille client avec ce score
pour identifier les clients en difficulté. Donc c'est une fréquence mensuelle qui nous permet d'observer les difficultés, notamment pour répondre à ce qui a été évoqué ce matin sur des situations de surendettement déclenchées par des modifications ou des changements dans la situation personnelle ou professionnelle de nos clients. Alors, comment fonctionne ce dispositif? Très rapidement, nous avons d'abord, donc je vous l'ai dit, nous identifions tous les mois les clients en difficulté avec ce score. Ensuite, nous avons un plan donc, de communication relationnelle sous forme de mailing qui donc, est envoyé à l'ensemble de ces clients. Nous avons environ 30% des clients qui viennent spontanément vers nos conseillers clientèle sur ce courrier, qui est un courrier relationnel, très neutre. C'est-à-dire qu'on va dire aux clients, voilà, si vous avez des difficultés, vous avez des conseillers qui peuvent vous proposer un diagnostic complet de votre situation pour essayer de constater peut-être des fragilités ou la nécessité de rééquilibrer votre budget. C'est un courrier très neutre, très relationnel. Nous avons environ donc 30% des clients qui viennent vers nous sur ce courrier. Nous avons aussi des clients qui ne viendront pas vers nous, mais comme ils sont scorés, à partir du moment où ils contactent nos centres de relations clients pour tout autre motif, ils sont repérés et orientés directement vers l'équipe qui va traiter ces clients. Et puis nous avons parfois des clients que nous n'avons pas scorés, mais qui vont spontanément, par courrier, par mail, par téléphone, faire état de difficultés financières, tout en étant, encore une fois, dans des situations sans impayés. Ensuite, nous allons donc avoir une équipe, suite à ce plan donc, relationnel, qui va accueillir une équipe spécialisée, formée, pour mener des entretiens de diagnostic très en profondeur et pour qualifier ces difficultés. Donc nous allons avoir environ, sur les diagnostics qui sont pratiqués, confirmation de 50% de situations de fragilité. C'est juste pour vous illustrer la bonne efficacité de notre score, puisque 50% suite à ces diagnostics de cas de fragilité seront confirmés. À ce moment-là, nos conseillers vont proposer, en ayant bien sûr évalué la nature de la difficulté, vont proposer des mesures. Parfois, ça peut être simplement du conseil qui sera proposé à ces clients. 70% des clients vont accepter donc des mesures internes, qui sont des actes de gestion, de réaménagement ou de report. 10% de ces clients vont accepter un relais auprès de l'association Crésus, puisque nous avons des clients qui ont une situation plus complexe, et notamment un nombre de créanciers plus important. Donc nous ne pouvons pas seuls, nous, essayer de réduire ces difficultés, et nous demandons à Crésus à ce moment-là, proposer une médiation avec l'ensemble des créanciers pour ces clients. Et donc 10% de ces clients vont être accompagnés dans le cadre d'une médiation auprès de Crésus. Enfin, nous avons 9% de clients qui refusent l'accompagnement, essentiellement des clients qui redoutent l'accompagnement dans un dispositif particulier, qu'ils ne veulent pas entendre de risque de surendettement et qu'ils ne veulent pas entendre non plus qu'ils sont dans une situation qui peut amener des impayés et une certaine fragilité. Voilà, ça fait aussi partie un peu des entretiens que nous menons, de prouver, de convaincre un client en tout cas qu'il a un risque de difficulté. Ensuite, ces conseillers vont donc, une fois que les mesures sont prises, accompagner, je le disais, dans la durée, ces clients. Nous avons une communication adaptée pour leur donner quelques bonnes pratiques sur la façon de bien suivre son budget, sur la façon de bien utiliser certains produits. Et puis, au bout de 24 mois, une fois que nous avons constaté que nous sommes revenus à une stabilité durable du budget, ces clients reviennent dans l'encours, j'allais dire, global de BNP Paribas Personal Finance pour être de nouveau dans un accompagnement plus commercial. Alors, juste pour illustrer, puisque depuis 2 ans maintenant, nous sommes dans un déploiement généralisé de ce dispositif, nous avons, mais comme les chiffres qui ont été rappelés ce matin, une bonne vision des motifs de la fragilité de ces clients, et de ce qui peut en tout cas mener aujourd'hui un client à déposer un dossier de surendettement. Ces motifs ne vont pas vous surprendre, on l'a évoqué ce matin. 55% des motifs vont concerner des changements de situation personnelle ou professionnelle. Un chiffre très important à prendre en compte, certainement aussi amplifié par la crise que nous traversons actuellement. 27% de ces clients sont dans une situation difficile parce qu'ils ont à faire face à une dépense imprévue, urgente, qui peut concerner par exemple une réparation de voiture. Les frais de santé sont aussi importants, 10%,
nous voyons de plus en plus, et ça aussi nos partenaires associatifs nous le confirment, des Français qui aujourd'hui se passent du paiement d'une couverture sociale, d'une mutuelle. Donc les frais de santé représentent aussi un déséquilibre fort dans le budget. Enfin, nous avons aussi, dans 8% des cas, des clients qui ont une vraie difficulté à bien comprendre le fonctionnement de certains produits et à avoir vraiment une approche en termes de compétences du pilotage de leur budget. Donc nous travaillons aussi avec Crésus sur des ateliers, sur du conseil en éducation financière pour permettre en tout cas à ces clients de mieux appréhender leur budget. Alors, un dernier mot sur les conditions de réussite, le succès en tout cas d'un tel dispositif. Je vous l'ai dit, qui nous a demandé en tout cas une observation très longue et qui depuis 2012 est généralisée sur la France. Tout d'abord, j'insisterai sur un projet qui va rassembler différents acteurs de l'entreprise. Nous avons fait travailler les responsables, les experts du risque, du marketing, de la direction commerciale, du recouvrement, vraiment pour avoir une approche globale de la chaîne de la relation client et ensuite avoir en tout cas positionné cet engagement responsable à toutes les phases et à toutes les étapes du traitement du client chez BNP Paribas Personal Finance. Donc c'est vraiment un projet transversal qui doit concerner l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Ensuite, nous avons travaillé en laboratoire et en test pendant 2 ans. Donc on travaillait sur de vrais clients, mais on n'a pas déployé au sens large pour pouvoir ajuster à la fois la détection, la qualité et l'efficacité du score, et aussi la façon dont les mesures que nous proposions à nos clients étaient adaptées à leurs besoins. Enfin, j'insisterai sur un élément clé, c'est de pouvoir s'appuyer sur un partenaire, Crésus en l'occurrence, un partenaire qui va pouvoir nous aider lors d'une action d'intermédiation auprès d'autres établissements financiers, et un partenaire également qui va pouvoir nous aider à accompagner dans la durée, sur du conseil, sur de l'éducation financière, ces clients en difficulté. Alors, juste pour terminer, on me pose souvent la question, quels sont les résultats de ce dispositif? Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'un impact fort sur la prévention du surendettement? C'est un peu tôt, au bout de 2 ans, nous avons 2 générations aujourd'hui de clients que nous accompagnons, donc c'est peut-être un peu tôt pour vous donner des chiffres précis. J'en retiendrai 2 quand même. On a observé que le taux de défaut sur ces clients accompagnés, quand ils sont accompagnés, a été réduit par 2. Un autre chiffre également que nous suivons de près, c'est que les dépôts de dossiers en surendettement, contrairement à ce qui peut se passer sur le plan national et aux statistiques de la Banque de France, le surendettement n'a pas augmenté de façon importante chez BNP Paribas Personal Finance. Nous avons un niveau de surendettement qui est stable, qui n'augmente pas. Et nous avons également, quand le dossier est déposé, le dossier en surendettement est déposé, aujourd'hui une capacité à mettre en place des plans conventionnels, donc des plans de remboursement, alors que nous voyons sur le plan national, en fait, une augmentation des effacements de dette qui vient même dépasser les plans conventionnels. Voilà, je vous remercie. Mr. Sedol, thank you very much for sharing with us your very practical experience on the ground and also the experience which BNP Paribas has and introducing this quite innovative and complex preventive program to deal with the problem. Okay, now we have the last panelist, Mr. Gert Langhorst, and we expect to see and listen a little bit more about the judiciary view. Mr. Langhorst is coming from the Netherlands, Ministry of Security and Justice, and he is a senior policy advisor at the Access to Justice Department of the Ministry of Security and Justice in The Hague. You have the floor, sir. Thank you very much, Mr. Chairman, for your introduction. Since I am the last speaker, I prepared a short presentation containing several pictures in order to draw your attention at the end of this conference. I mean, even an expert on debt problems can get tired. My presentation is a bit lawyer stuff, so I hope I do get your attention. It's about striking a fair balance between the interests of the debtor and the creditor.
And I think the aim of this conference is to, if possible, to exchange good practices, certainly not best practices, but good practices. And so perhaps you could draw some inspiration of the legal measures we adopted in the Netherlands back in 2008. And the Minister of Justice is responsible for this court over-indebtedness procedure. So I would like to tell you the highlights about it. I called it a summary in 1 minute. I hope I will succeed in this. It's chapter 3 of the Dutch Bankruptcy Code, and it contains a special procedure for over-indebted private persons. And they are granted access to a court procedure of 3 years under supervision of a court-appointed trustee, an administrator. This administrator is appointed by the court. Now the debtor has to explain, first of all, why an out-of-court debt settlement did not succeed, because the amicable debt phase is the first phase you have to go through. So you have to explain why it didn't work out in an amicable way. The debtor has to prove that he is in good faith, which is to say he has no fraudulent debts. For example, if you don't want to pay your child alimony, then you are not allowed to enter the court procedure. So you have to prove that you're in good faith, as we call it in Holland, goede trouw. If the debtor fulfills all his legal obligations for 3 years, then he can obtain in the end a discharge, a debt amnesty of the remaining debts. The remaining debts are the debts that he cannot pay off in these 3 years supervised by the court trustee. And this really has to be a maximum effort. So that's, you could say, that is in it for the creditor. Now, this law we enacted already back in 1999, but of course we thought about it. How can we improve this law? Because is it always necessary to go through the 3-year court procedure? And what I forgot to say is that it also can last for 4 years or in a maximum of 5 years. But is it always necessary? Is it a kind of automatic period that you have to go through? This was one of the questions we asked. And also, does the judge have enough power for the right solution? Or is the only power of the judge to grant access, and in the end, after 3 or 4 or 5 years, to give debt amnesty, yes or no? Shouldn't the judge have more powers than that? We would like to promote out-of-court settlements too. This was a big issue in the Netherlands, and also important, why only controlling and focusing on the debtor being in good faith. Of course, this is a test that the judge has to apply, but there is more to it. Does the creditor has an obligation too? These were the questions that were raised back in 2006 and 2007, when the law was about 8 years old. So this is all about striking a fair balance. That's the topic of my presentation. Not only focusing on the debtor and checking if he or she is in good faith, but also putting emphasis on the creditor, acting reasonably. This is a key term, reasonably towards the debtor, not only towards the debtor, but also towards the other creditors at stake, because there is an average number in the Dutch insolvency procedure of 12 to 13 creditors, and the creditor also has to take into account the interests of the other creditors. There was in the 1st January of 2008, we changed the law, and this was really a milestone. You can see a picture. I took it
on my holiday. This is exactly the border between European member states, Spain and Portugal. These Roman milestones. We had an expose about the Roman law, and well, this really is such a milestone, not a Roman milestone, but a Dutch milestone, that the judge can force a creditor who opposed an amicable debt settlement in an unreasonable way to agree with the proposed amicable debt settlement. And this is a powerful, appears to be a powerful legal solution. This is the judge. I don't think he is looking towards the debtor or the creditor. I think he's looking towards one of the two lawyers. And this is, you always have to be critical, of course, towards lawyers, not towards the parties themselves. The test that is an unreasonable refusal of an amicable debt settlement. Of course, it is judge-made law. It's not specified in the law itself when a refusal to go along with an amicable debt settlement is reasonable or not. This is judge-made law. But we have, of course, a lot of examples since 2008. If all the creditors agree except one or two, and the refusing creditor only has a small claim compared to the other creditors who consent, who give their consent. And of course, if the debtor doesn't have fraudulent debts, then the judge can impose the debt settlement. And of course, it has to be clear to the judge that this really is the maximum offer we can get. So, when you want to explain this unreasonableness, when would a refusal be unreasonable? Then the judge applies a test of the so-called compared recovery rate, and that is that the judge has to be convinced that it is unlikely that the recovery rate in a court debt procedure, which probably will come after this court hearing, that the recovery rate in a court debt procedure is much higher than the amicable offer which is now presented. So you have to make a comparison of the recovery rate, well, this, and then you have to know. It's not on the slide, but because of the fact that the court-appointed trustee, the administrator, is partly paid by the debtor himself in Holland, then you can imagine that the recovery rate seldom is higher in a court procedure. There's a part of the income of the court trustee is being paid by the debtor, so this is an important tool to reach this unreasonableness of the refusal. Why not go along? Because you won't get any higher recovery rate if the case comes to court. Well, we monitored the results of this alteration of the law, because each year Dutch Minister of Justice sends a report to Parliament. For the last time was in August of this year. And it appeared that the new provision is a strong incentive to solve debt problems out of court, and it forces creditors to act reasonably, even in the amicable stage. And this annual monitoring report contains a lot of facts and figures, but the most important, I think, are that 20% of the requests of the applications is denied because the judge rules, well, it's not an unreasonable refusal of the amicable debt settlement. The creditor is reasonable to refuse this, but 30% of the application is granted. And perhaps the most important figure is the last one. 46 of the applications is withdrawn after filed, so the case doesn't come really to the court. There's no court hearing, and this it tends to be a strong incentive to negotiate again. If you can say, well, we are going to court, and it will perhaps the judge will rule that it will be an unreasonable refusal. This is an incentive for creditors to, well, at least to explain why they do not go along. Let's see. Oops.
this is too quick. Oh, I have to go back. Yeah, this. Let's see. Well, this. I think it's not a total new issue, because already there was a phrase in the Council of Europe recommendation back in 2007 about the time that we changed the law, that member states should adopt in their legislation a mechanism for extrajudicial settlements and encouraging such settlements between the debtor and the creditor. And member states also should, this is the text of the Council of Europe recommendation, effectively limiting the means of creditors to unreasonably hinder debt settlements. It's a way of having a quicker decision, of course, not to dwell upon debt issues if it's clear to the judge that it won't be that there won't be a higher recovery rate in court. We have now currently 2,000 applications for this specific provision, compared to 17,000 annual applications for the normal court's insolvency procedure. So it's becoming quite popular, and of course we saw not all the applications are granted. 20% is refused, but well, we are happy with this result, and we keep on with monitoring the results every year. So this would be my contribution. Thank you, Mr. Langhorst, for sharing with us the good practices from Netherlands, from the area of the policy making, in this case, good policy making, which I think was encouraging and good example. Now, ladies and gentlemen, we've used our time, in fact, but with the permission of organizers, because we are the last panel, we may have a little privilege to allow for a couple of questions, another 5 minutes. Is that okay? Before we conclude, who would like to take the floor or have a comment or question for our panelists? Anybody? Aha. Yes, we have a gentleman there at the back first. Thank you. Just introduce yourself, please. Ok, sorry. Bernard Bayot de Réseau Financité en Belgique. J'avais une question par rapport aux exposés qui viennent d'être faits, qui sont extrêmement intéressants sur la manière effectivement de détecter, de limiter les conséquences du surendettement. Tout à l'heure, le représentant de la Commission européenne indiquait fort justement que, bien entendu, le meilleur moyen d'éviter un crédit difficile, c'est de ne pas avoir de crédit du tout. Aujourd'hui, selon les statistiques européennes, EU-SILC, 1 Européen sur 3 déclare ne pas avoir de réserve financière suffisante pour faire face à un imprévu de la vie, donc ne pas avoir d'épargne de précaution. C'est un élément évidemment essentiel, ce n'est pas le seul, bien entendu. M. Lamberts a rappelé tout à l'heure évidemment la situation économique, les revenus, etc. Mais enfin, en tout cas, le défaut d'épargne de précaution est un élément essentiel de lutte contre le surendettement. Et donc je voulais savoir si dans le cadre des dispositifs qui étaient évoqués, qui sont plus des dispositifs a posteriori, une fois que le problème est survenu, est-ce qu'il y a des mesures qui visent à favoriser par après, à encourager l'épargne auprès des personnes qui ont vécu le surendettement. Je sais que de telles expériences existent notamment en Angleterre, dans certaines credit unions, mais je voulais savoir si dans les expériences, dans le panel, il y avait également cette volonté-là de, comment dirais-je, relancer sur une bonne voie les personnes qui ont souffert de surendettement. Thank you. I suggest we collect 3 questions first. Mr. from Germany.
Dieter Korczak. I have a question for Mr. Acedo. As far as I understood your slide, 50% don't have problems. You identify by your system 50% who finally don't have problems. How do they react? I mean, this is like in medical research, you would say it's a false positive evaluation. Are they somehow, feel they somehow strange and say, hey, Mr. Acedo, how can you say I have a problem? And yeah, that's my question. Thank you. Did we have somebody else who wanted the floor? No? Okay. 2 questions. I think they were mostly directed to Mr. Acedo, so you give the floor. Thanks. Sur la première question et l'épargne de précaution, il me semble que vous avez précisé en plus après une procédure de surendettement. Hein. Moi, j'aurais tendance à dire même avant une procédure de surendettement. On est d'accord. Donc, j'ai pas détaillé l'ensemble des mesures d'accompagnement, notamment que nous menons en partenariat avec l'association Crésus. Mais on a édité un support, un fascicule, pour justement sensibiliser à l'importance de l'épargne, et notamment sur les 27% je vous disais, de cas que nous avons répertoriés, de dépenses imprévues et urgentes dans le budget de ces ménages. Donc nous englobons complètement, bien sûr, ce volet épargne dans l'équilibre durable du budget. Le volet épargne est indispensable en tout cas à être proposé. Parfois c'est sous forme de conseil, mais aussi parfois vraiment nous menons des ateliers budgétaires avec des cas concrets qui sont donc là aussi présentés par l'association Crésus, avec des simulations pour apprendre à certaines familles à épargner tout en continuant à piloter ce budget et à payer bien sûr les dépenses contraintes. Donc je vous rejoins complètement, c'est quelque chose qui est indispensable et qu'il faut faire là aussi très en amont sans attendre les difficultés. Sur la deuxième question, alors c'est vrai que je suis peut-être allé un peu vite et j'ai pas été tout à fait clair, mais on a une communication relationnelle très neutre. Quand on a donc ces clients qui ont reçu ce courrier, qui est plutôt un courrier invitant le client à faire un point budgétaire de sa situation, nous avons des conseillers qui sont très en retrait, qui vont faire un diagnostic et qui vont amener le client à lui-même prendre conscience et évoquer effectivement des difficultés à venir ou présentes dans le remboursement de son crédit. Surtout ne pas stigmatiser dans les échanges et dans les entretiens ces clients. Les entretiens se passent plutôt bien, plutôt très bien. On a, alors je ne l'ai pas détaillé, mais on mène également une enquête qualitative auprès des clients accompagnés. Nous allons mener aussi une enquête sur les clients qui ont refusé l'accompagnement, mais pour l'instant sur les clients qui sont accompagnés, à une très très large majorité, on est à 85% de clients qui nous disent que le premier contact, qui est fondamental, s'est très bien déroulé, que les mesures qui ont été proposées sont des mesures partagées et qui répondent parfaitement à la situation budgétaire du client. Et qui disent également que l'accompagnement qui peut aller jusqu'à 24 mois a permis aussi à ces clients de se sentir plus en confiance et dans une situation en tout cas plus sereine pour payer ce crédit. Thank you, Mr. Acedo. Well, that's it. I would like to thank really all the panelists and as well the public for the questions. We certainly could not reinvent the wheel. The problems are complex, but I'm sure that we did a fair contribution from our side to share with all of us some good practices in different areas, and I hope we contributed at least a little bit to the final recommendations and final conclusions and final remarks of this conference. So thank you very much once again.